Bonjour. Paru en Russie en 1903, un livre intitulé « Les protocoles des sages de Sion » est traduit et diffusé dans toute l'Europe durant la première moitié du XXe siècle. Selon les éditeurs, il s'agirait de la retranscription fidèle des minutes d'un congrès sioniste qui se serait tenu en Suisse en 1897. L'un des membres de cette réunion, les fameux sages de Sion, y expose la stratégie et les moyens à mettre en œuvre pour prendre le contrôle de la planète. Tout un programme. Dans l'une des versions des protocoles, on peut par exemple lire ceci. Nous tenons dans nos mains des ambitions démesurées, des avidités ardentes, des vengeances impitoyables, des haines rancunières. C'est de nous que vient la terreur qui a tout envahi. Le message a au moins le mérite d'être clair et explicite, sauf que ce livre est une invention, une pure fiction. Elle est dénoncée et reconnue comme faux grossier peu après sa parution, mais elle reste, hélas, encore aujourd'hui, la pseudo-preuve d'un complot judéo-maçonnique international. Toute cette histoire démarre d'une satire politique publiée en 1864, rédigée par un écrivain français, Maurice Joly, intitulée « Dialogue aux enfers entre Montesquieu et Machiavel ». Sous la forme d'un dialogue imaginaire entre ces deux personnages historiques, le pamphlet vise directement l'empereur Napoléon III et sa politique totalitaire. À la fin du XIXe siècle, les services secrets du tsar Nicolas II vont littéralement plagier la fiction de Maurice Joly et en adapter sans vergogne des pans entiers, mais en remplaçant le personnage de Napoléon III par les mystérieux sages de Sion. Après 1920, le même ouvrage sera évoqué par Adolf Hitler dans Mein Kampf pour appuyer sa théorie d'un complot juif mondial. À la même époque pourtant, les protocoles font l'objet de plusieurs études critiques qui démontrent la supercherie et le caractère fantaisiste du texte. En 1939, l'historien Henri Rollin publie une analyse comparative implacable des deux textes qui démontre comment les protocoles ont été fabriqués par les agents pro-tsaristes puis sont récupérés par les nazis. Mais rien n'y fait, la propagande du Troisième Reich est plus puissante. Adolf Hitler retourne même contre ses détracteurs l'argument de la falsification. Pour lui, quelle meilleure preuve de l'authenticité des protocoles que l'insistance des ennemis du Reich à démontrer que ce sont des faux. Et c'est ainsi que naissent ou s'auto-alimentent toutes sortes de théories du complot, plus extravagantes les unes que les autres. Qu'il s'agisse de la conspiration des sages de Sion dont on vient de parler, du complot des Illuminati ou des reptiliens, de la destruction des tours jumelles de Manhattan en 2001, de l'assassinat du président Kennedy à Dallas ou de la mort d'Elvis Presley, choisissez votre fantasme et votre antagoniste. Dans son livre « La démocratie des crédules », Gérard Bronner explique en quoi ces théories du complot remplissent notre besoin de comprendre un univers difficile à appréhender et particulièrement en période de crise. Face à l'offre pléthorique d'informations, l'individu, écrit-il, peut être facilement tenté de composer une représentation du monde commode mentalement plutôt que vraie. Face à la complexité ou à l'absurdité du monde et l'angoisse que ça génère, on veut croire à ces fictions paranoïdes, spectaculaires et donc aisément mémorisables, car elles nous fournissent des réponses simples, compréhensibles, immédiatement assimilables. Bronner cite les études de psychologie cognitive menées par Massimo Piatelli-Palmarini, qui conclut que c'est en racontant une histoire, en la scénarisant, que les propositions les plus saugrenues semblent les plus crédibles. Plus encore, et je les cite, la scénarisation augmente la probabilité subjective de leur survenance. L'essentiel, selon Piatelli-Palmarini, n'est pas que les auteurs du protocole des sages de Sion aient vraiment réussi à convaincre tous leurs lecteurs, mais que cette sinistre fiction a permis de mettre en musique les thèmes antisémites qui parcouraient l'Europe d'alors. On appelle cela l'effet Othello. Dans la tragédie éponyme de William Shakespeare, le fourbe Iago laisse entendre à Othello que sa femme Desdémone le trompe avec Cassio, son lieutenant. Aveuglé par la jalousie, par les insinuations de Iago et par les coups du hasard, Othello finit par assassiner Desdémone. Il se rendra compte trop tard de la manipulation dont il a fait l'objet. L'histoire monstrueuse, mais plausible,
voire convaincante de la trahison de son aimé, était devenue plus crédible à ses yeux que la réalité de sa fidélité, de son innocence et de son amour. Aujourd'hui, grâce aux technologies de l'information et de la communication à notre disposition et à l'accès à une vulgarisation scientifique de qualité, la connaissance est à la portée de tous. Et pourtant, à l'ère du storytelling débridé, nous sommes toujours aussi crédules et plus manipulables que jamais. C'est que nous voulons qu'on nous raconte des histoires. Si les éléments fictionnels constitutifs de ces histoires sont saugrenus, voire abracadabrants, la scénarisation est là pour y mettre de l'ordre, organiser efficacement le récit, proposer une cohérence interne, une vraisemblance et une morale finale plausible, satisfaisante, voire convaincante.